Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Yves Golder, Margaret Thatcher. Construction d'une image politique, 2022. Jean-Michel Lacombe, Le business de la démocratisation et la technique du coup d'État, 2022. Hervé Baudu, Les routes maritimes arctiques, 2022. Boris Kossoy, L'éphémère et l'éternel dans l'image photographique, 2022. Catherine Durandin, Cécile Folschweiller, Irina Geridan Dir, 1918. Nation et révolution. Roumanie, Bessarabie, Transylvanie, 2022. Philippe Marchezin, Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales, 2021. Gildas Lemarchand, Désarmement, démobilisation et réintégration au cœur des conflits armés sahéliens, 2021. Céline Loué, La France et les relations diplomatiques européennes dans la presse espagnole, 1820 à 1833, 2021. Laure Hélène Swinnon, Le reggae et les femmes. Désaccords en nombre et en genre, 2021. Héloïse Hervé du Pénoat, L'Union européenne au défi du gazoduc Nord Stream 2, 2021. Anem Onssus, La salsa cubaine en Europe et en Amérique. Comment danse-t-on à lo cubano, 2021. Sergio Molina Garcia, Une clé pour l'Europe, Le débat agricole franco-espagnol et l'adhésion de l'Espagne à la CEE, 1975 à 1982, 2021. Axel Jama, Naissance et fonctionnement de la police au Somaliland. Ethnographie d'un commissariat de police urbain, 2021. À mon père. Du même auteur. Contribution à des ouvrages collectifs. L'application des politiques novatrices de lutte contre la violence faite aux femmes. Participation de la société civile au Brésil, in Milagros Palma, Coord. Culture du genre et de la sexualité en Amérique latine, L'Harmattan 2014. Métissage ou métissage. Une clé pour comprendre les relations d'inégalité au Brésil, in Milagros Palma, Coord. Amérique latine, Le monde amérindien et métis contemporain, Indigo et Côté Femmes éditions 2013. Traduction d'ouvrages, depuis ou vers le portugais. Âmes animales, José Rodrigues dos Santos, édition Hervé Chopin, sortie mai 2022. Animaleux, José Rodrigues dos Santos, édition Hervé Chopin, titre provisoire jusqu'à parution en 2022. Le Candomblé de Bahia, Miroir baroque des mélancolies postcoloniales, Eucadia Tal, édition du Cerf, 2012, apparaître aux éditions Ucitec, Sao Paulo. Un millionnaire à Lisbonne, J.R. dos Santos, édition Hervé Chopin 2020. Le guide vers Rio de Janeiro, 49 pages, Michelin 2010. Préface de Luiz Inácio Lula da Silva, Visa pour le monde, pour la libre circulation des migrants, Emmaüs International, les éditions de l'Atelier 2009. Préface, Le destin singulier de deux grandes post-colonies. Marcel Detienne disait que l'on peut comparer l'incomparable, puisque l'objectif d'une comparaison n'est pas la comparaison elle-même, mais une meilleure compréhension des deux termes de la comparaison. Cependant, le Brésil et les États-Unis n'étaient pas incomparables, et le sont devenus de manière croissante seulement au cours du XIXe siècle, lors de l'avènement mondial du capitalisme impérialiste. L'histoire du Brésil comme colonie et comme pays indépendant est bien plus longue que celle des Ewa, mais cela n'amoindrit pas des points communs considérables. Au moment de la rupture avec leurs métropoles respectives, la superficie de ces nouveaux pays n'est encore qu'une fraction de ce qu'elle adviendra à la fin du XIXe siècle. Cela signifie que la colonisation a largement été le fait non point des métropoles, mais des post-colonies elles-mêmes. La seule différence avec les colonisations ouest-européennes en Afrique et en Asie fut la continuité territoriale.
la conquête commençait sans que l'on dût traverser un océan, une mer. Mais pour les sociétés conquises, la nature de la conquête coloniale était exactement la même. Invasion, dans une large mesure anéantissement, exploitation, humiliation, acculturation autoritaire, y compris sur le plan religieux. Cela signifie que le Brésil et les Ewa indépendants naissent comme des puissances coloniales et colonialistes. Cela n'a rien d'étonnant quand on comprend la nature de leurs indépendances. Dans les ruptures avec les métropoles, l'histoire a en effet produit 3 types de processus. Des indépendances sans décolonisation, des décolonisations sans indépendance, des indépendances avec décolonisation. Le 3e cas est celui qui a eu lieu en Afrique et en Asie. Des États indigènes, au sens anthropologique du mot, sont réapparus après que leurs territoires ont été conquis par des puissances exogènes. On peut éventuellement considérer ces pays comme coloniaux, du point de vue de la politique qui y est menée relativement à l'insertion dans le système monde capitaliste, mais ce ne sont plus des colonies. Du reste, à la différence de l'Amérique du Sud, on ne parle pas d'Afrique latine. Le 2e cas est le plus rare, lorsque des territoires colonisés sont intégrés à un ensemble plus vaste déjà décolonisé. On a les exemples de Goa intégré dans l'Union indienne en 1961, de Hong Kong intégré à la Chine en 1996, de Macao également à la Chine en 1999. Un cas très particulier est la départementalisation des vieilles colonies françaises, Réunion, Guadeloupe, Martinique, plus tardivement Mayotte, devenues départements et donc en principe totalement intégrées à la République française en 1945 et 2009. On peut y ajouter l'étatisation d'Hawaï au sein des Ewa en 1959. Le premier cas est celui de tous les États du continent américain, sauf Haïti, de l'Australie et de Nouvelle-Zélande. L'appellation Amérique latine n'est pas pacifique, elle porte en elle la négation des peuples indigènes, des descendants d'esclaves, et symbolise le type d'indépendance obtenue. Ce sont les colons qui sont la force hégémonique de l'indépendance, même si d'autres milieux sociaux, métis, indigènes voire esclaves, ont pu y participer. Les colons se séparent de leur métropole impériale, et ils fondent leurs propres États coloniaux. C'est pourquoi la période coloniale ne s'arrête nullement aux Ewa en 1776 ou au Brésil en 1822. C'est juste une nouvelle phase de la colonisation qui commence. L'expression courante dans la littérature de Brasil Colonia, qui désigne l'histoire de l'Amérique portugaise jusqu'en 1822 est tout à fait incorrecte. Les colons ont pris le pouvoir, ils ont fondé leur propre État colonial, leur colonie désormais auto-centrée. Il ne s'agit nullement d'une décolonisation. Cette caractéristique coloniale, pas du tout post-coloniale, va rester fondamentale pour les décennies et même les siècles suivants, sans laquelle on ne peut pas comprendre des traits majeurs de ces pays encore aujourd'hui. Le cas du Brésil fut extrême, puisqu'à la suite de l'invasion du territoire portugais par les armées napoléoniennes en 1807, le roi du Portugal et empereur du Brésil s'enfuit par la voie maritime et s'installa au Brésil, dont il fit dès lors le centre de tout son empire, Brésil, Afrique, Asie. Alors que les troupes françaises étaient définitivement battues en 1811 et que rien n'empêchait désormais l'empereur de revenir à Lisbonne, celui-ci fera tout pour y rester et ne rentrera qu'en 1822, en ayant nommé son fils régent du Brésil. Ce dernier refusa à son tour de rentrer à Lisbonne, et le 7 septembre 1822, proclama l'indépendance. On peut donc dire qu'on a là un cas unique au monde, où l'État métropolitain décide de s'installer dans sa colonie, et pour l'essentiel, d'y demeurer. On est loin d'une décolonisation, cela tient plus d'une scissiparité entre deux sortes de Portugais. Les Brésiliens vont apparaître lentement au cours du XIXe siècle, ce qui ne change pas non plus la nature coloniale du pays. Hormis cet aspect, important d'un État métropolitain s'installant dans sa colonie, l'indépendance des États-Unis relève de la même famille de phénomènes. Une révolte fiscale plus qu'une lutte de libération nationale, même si le processus de genèse nationale existe évidemment. Mais l'émergence d'un État-nation, aux Ewa comme au Brésil, ne signifie pas que la colonie a cessé d'exister. Ce qui change du tout au tout en revanche, ce sont les positionnements progressifs du Brésil dans ce qui s'appellera plus tard le tiers-monde et celui des États-Unis au cœur du capitalisme, évolution achevée en 1918.
La forte dépendance financière du Brésil envers l'Angleterre dès l'indépendance, sa formation sociale bien plus marquée par l'esclavage que celle des Ewa, dont seul le Sud connaît un mode de production esclavagiste, ses liens persistants avec le Portugal qui n'accompagne pas l'Europe du Nord dans la révolution industrielle, une faible fusion du capital bancaire et du capital industriel, sont certainement des facteurs d'explication. Inversement, les Ewa maintiennent totalement leurs relations privilégiées à l'Europe du Nord et créent un capitalisme d'autant plus fort qu'il peut résoudre ses contradictions par l'expansion coloniale interne, après avoir réglé la question esclavagiste, mais non point raciale, en 1865. Certes, au Brésil aussi, la conquête territoriale continue, elle continue encore aujourd'hui, mais ne modifie guère la formation sociale coloniale du pays. Il s'agit plus d'une extension de la colonisation de peuplement que d'une colonisation capitaliste. Les deux États les plus peuplés du continent américain ont d'autres différences. Les Ewa naissent comme une république, le Brésil naît comme un empire et à la différence de l'Amérique hispanique, sauf certainement son unité en raison de ce facteur originel. Les Ewa ont toujours conçu leur politique d'influence auprès du Brésil comme un moyen de peser sur toute l'Amérique du Sud. Il n'est pas certain que cette orientation de long terme ait été efficace, tant le Brésil est un monde à part en Amérique du Sud. Longtemps, le vocable Amérique latine ne l'a pas concerné, et les autres pays coloniaux indépendants d'Amérique du Sud, nés comme républiques, se méfiaient de lui en raison de sa monarchie maintenue jusqu'en 1889. Ensuite, il faut lire l'essai de Catherine Leterrier. Elle évoque les multiples épisodes des relations entre les deux géants les 2 siècles suivants, entre des Ewa impérialistes et un Brésil nationaliste, avec des rapprochements qui se terminent en général par la déception du Brésil. Il ne s'agit pas d'un malentendu. L'objectif des Ewa n'est jamais d'aider le Brésil à sortir de la semi-périphérie. On trouvera tous les épisodes diplomatiques, économiques, militaires et financiers de cette relation dans l'ouvrage. Mais il est intéressant de remarquer que, même sous l'ère commune Bolsonaro-Trump, les apparents malentendus des relations entre les deux pays ne sont pas levés. Bolsonaro meurt d'amour pour Trump, mais ce dernier laisse bien sentir qu'il considère Bolsonaro comme un subalterne, pas comme un partenaire. Trump est très important pour Bolsonaro, mais Bolsonaro n'est pas important pour Trump. La proximité politique n'efface pas le positionnement de l'un des deux pays au centre du capitalisme, et l'autre à la semi-périphérie. Du reste, il n'est pas certain qu'une nouvelle proximité politique Lula-Biden, si le premier remporte les élections d'octobre 2022, alors que le second sera encore en exercice, modifiera réellement cette difficulté parce qu'elle est structurelle et non conjoncturelle. Merci à Catherine Leterrier d'avoir nourri cette grande complexité de centaines de faits et conjonctures dans cet essai de lecture aisée, loin des épais manuels de sciences politiques. Bordeaux, le 20 décembre 2021. Michel Cahen. Directeur de recherche émérite du CNRS à Sciences Po Bordeaux. Liste des sigles et des acronymes. AI5, Ato Institucional numéro 5, Brésil. AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. ALBA TCP, Alliance bolivarienne pour les Amériques, Traité de commerce des peuples. ALENA, Accord de libre-échange nord-américain. ARENA, Alianza Renovadora Nacional, Brésil. BID, Banque interaméricaine de développement. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, Brésil. BRIC, Brasil Russia India China. BRICS, Brasil Russia India China South Africa. CEE, Communauté économique européenne. CELAC, Communauté d'États latino-américains et caribéens. CIA, Central Intelligence Agency États-Unis. CNV, Comissão Nacional da Verdade, Brésil. CPAC, Conservative Political Action Conference. DEA, Drug Enforcement Administration États-Unis. DOJ, Department of Justice États-Unis. ESG, Escola Superior de Guerra Brésil. FBI, Federal Bureau of Investigation États-Unis. FMI, Fonds monétaire international. G6 égale Allemagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni. G7 égale G6 plus Canada.
G8 égale G7 plus Russie. G33. Pays en développement pour la protection de l'agriculture de subsistance. G20 Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud. G7 Inde, Indonésie, Mexique, Russie, Turquie, Union européenne. G21 OMC. Pays à la fois exportateurs et importateurs de produits agricoles bruts, opposés aux aides agricoles intérieures de l'UE et aux subventions aux exportations des États-Unis. G22, G21 plus Australie. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, Brésil. INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brésil. LSN, Lei de Segurança Nacional, Brésil. MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Brésil. Mercosud, Marché commun du Sud. MINUSTA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. NASA, National Aeronautics and Space Administration, États-Unis. NSA, National Security Agency, États-Unis. OEA, Organisation des États américains. OMC, Organisation mondiale du commerce. ONU, Organisation des Nations unies. OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Brésil. PROSUD, Forum pour le progrès et le développement de l'Amérique du Sud. PF, Polícia Federal, Brésil. PT, Partido do Trabalhador, Brésil. RFA, République fédérale d'Allemagne. SDN, Société des Nations. STF, Supremo Tribunal Federal, Brésil. SINT, Supremo Tribunal Eleitoral, Brésil. SUDEN, Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste, Brésil. TIAR, Traité interaméricain d'assistance réciproque, Traité de Rio. TNP, Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. UDN, União Democrática Nacional, Brésil. UE, Union européenne. UNASUD, Union des Nations sud-américaines. URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. USAID, United States Agency for International Development, États-Unis. ZLEA, Zone de libre-échange des Amériques. Avant-propos. Américain. Il est pour le moins curieux qu'un pays reçoive pour lui seul un qualificatif qui couvre un continent tout entier. Il n'empêche que ce terme qualifie les seuls États-Unis, l'adjectif états-unien n'ayant pas vraiment pris en français, alors que son équivalent existe dans les langues portugaises et espagnoles. Le qualificatif nord-américain sera ici réservé pour renvoyer aux États-Unis lorsqu'il faudra traduire une perception latino-américaine. Pour sa part, le terme latino-américain englobe la partie située au sud des États-Unis, même si l'Amérique latine est loin de former un tout géographique homogène puisqu'elle est divisée en deux grandes zones. L'ensemble Mexique plus Amérique centrale d'une part, et l'Amérique du Sud d'autre part que sépare le canal de Panama, centre géographique des Amériques. De fait, la région du monde formée par ses voisins au sud a longtemps été considérée par Washington comme son arrière-cour, mais les États-Unis doivent compter dans le cône sud du continent avec trois puissances moyennes, l'Argentine, le Chili et tout particulièrement le Brésil. Ce dernier par son poids économique qui le distingue des autres pays d'Amérique latine ayant toujours manifesté une forte volonté d'indépendance. Avec son modèle nationaliste de croissance, le Brésil diverge du modèle libéral des États-Unis. Plus distant géographiquement parlant, derrière la barrière verte que forme sa jungle amazonienne, le Brésil l'est aussi culturellement, par son modèle lusitain de colonialisme et d'esclavage ainsi que ses idéaux positivistes. Le terme lusitain, ou lusitanien, renvoie pour sa part à la Lusitanie, l'une des provinces de l'Espagne romaine qui couvrait partiellement l'actuel territoire du Portugal. Le qualificatif ibérique, quant à lui, désigne à la fois ce qui est lusitain et hispanique. Ainsi, l'expression Amérique ibérique, ou encore Amérique luso-hispanique, recouvre l'Amérique hispanique et le Brésil, seul pays lusophone d'Amérique, où la langue officielle est le portugais depuis le XVIIIe siècle. 8 511 965 km² pour le Brésil,
9 529 063 km² pour les États-Unis. De telles immensités continentales ne pouvaient être occupées que par paliers, au gré des progressions dans la nature et des vagues d'immigration. 211 millions de Brésiliens, 330 millions d'Américains. Un espace occupé aux États-Unis, doté d'une capitale fédérale depuis 1790, une nouvelle capitale fédérale au centre du pays qui ne date que de 1960 pour le Brésil. Deuxième nation noire au monde après le Nigeria, le Brésil représente à la fois la moitié de la superficie de l'Amérique du Sud et la moitié de sa population. Seul pays d'Amérique latine marqué par la spécificité coloniale portugaise, les facteurs humains et culturels propres à sa construction ont forgé une identité brésilienne différente de celle des États-Unis. De l'absence de ressentiment, dont se félicitait Franklin D. Roosevelt en 1936, à l'existence de certains ressentiments que Ronald Reagan dut reconnaître en 1986, des visions incompatibles en termes de développement expliquent en quoi les relations entre le Brésil et les États-Unis ont en réalité été marquées par des épisodes de convergence sporadiques dans un long historique de divergence. Et ce, en dépit de ce qu'a pu laisser croire la situation sous Bolsonaro et Trump avant, pendant et après leur mandat, de 2019 à 2022 et de 2017 à 2020, respectivement. Il y a certes une multitude d'éléments qui les rapprochent, mais il est essentiel de noter que Bolsonaro est bien plus qu'un Trump tropical, dans la mesure où les bruits de bottes au Brésil créent une situation particulière. De fait, le rôle des forces armées au Brésil est un élément de différenciation déterminant, puisque la relation entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire dans ce pays remonte avant même la conception de la doctrine de sécurité nationale de la guerre froide et le coup d'État militaire de 1964, qui enferma le Brésil sous une chape de plomb pendant 21 ans. En effet, historiquement parlant, l'armée s'est, dès 1889, positionnée en tutelle des gouvernements civils et du processus politique. En 1930, elle affirmait son rôle d'arbitre dans les affaires intérieures. La thèse selon laquelle les forces armées seraient habilitées à intervenir dans la vie politique est ancrée dans la mentalité collective des militaires brésiliens, qui se perçoivent comme l'institution la plus développée du pays et la seule capable de refléter l'identité brésilienne. Avec des recrues originaires de tous les États et de toutes les classes sociales et toute ethnie, l'armée dispose à leurs yeux d'un statut officiel patriotique de garant de L', ordre qui la rend apte à mener le Brésil vers le statut de grande puissance auquel aspirent les militaires brésiliens, d'où les inéluctables divergences avec les États-Unis. Pour comprendre les similitudes entre Bolsonaro et Trump, il faudra analyser les sociétés brésiliennes et américaines à l'époque de leur élection, en octobre 2018 pour le premier et en novembre 2016 pour le second. Et pour analyser les sociétés respectives des deux pays, il faudra se pencher sur les événements qui ont permis l'irruption de deux présidents d'extrême droite. Les 14 années d'un gouvernement progressiste au Brésil et les 8 années au pouvoir d'un président noir aux États-Unis, en remontant aux années 1960 pour en situer le contexte. De la sorte, en dépit des apparentes convergences constatées sporadiquement, il conviendra de s'intéresser dans un deuxième temps au long historique de divergence qui a marqué les relations entre les deux pays. En remontant à leurs puissances coloniales respectives et aux modèles économiques qui structurèrent leur société, les différences dans l'adhésion au régime républicain du Brésil et des États-Unis apparaîtront assez clairement. L'analyse des modèles de développement propres à chacun de ces pays permettra de rendre compte des rivalités géopolitiques et commerciales qui ont marqué les relations entre le Brésil et les États-Unis, tout au long de leur construction en tant que nation et de leur marche vers l'état de droit. La montée en puissance des États-Unis à la fin du XIXe siècle va se heurter à partir des années 1930 puis 1950 sous Vargas au nationalisme grandissant du Brésil. Ainsi, même si le Brésil a eu besoin de l'aide économique des États-Unis à des moments précis de son histoire, ou encore s'il a, par exemple, appuyé les Américains dans leur guerre contre l'Espagne en 1898, soutenu la doctrine Monroe et le corollaire Roosevelt, autorisé la marine américaine à utiliser ses ports en 1917, manifesté sa loyauté à L', égard des États-Unis en quittant la SDN en 1928, ou rompu avec Cuba en 1965 sous la dictature militaire,
Il n'en reste pas moins que les épisodes de rapprochement avec les États-Unis sont peu nombreux. Après l'isolationnisme des années 1920 et 1930 qui avait caractérisé les États-Unis, puis la tension avec l'Union soviétique qui polarisa leur attention, on enregistra à partir des années 1990 une reprise des échanges avec Amérique latine, et avec le Brésil en particulier. Les réformes économiques de 1994 allaient certes dans le sens du libéralisme défendu par les États-Unis. La convergence observée alors entre les deux pays n'en fut pas moins de courte durée, pour une série de raisons qui seront exposées ici. À partir des années 2000, ce fut au tour du Brésil de monter en puissance. Devenu pays émerge, il allait faire contrepoids aux États-Unis en Amérique latine sous Lula. Avec une autre conception de la mondialisation et l'accent mis sur la coopération sud-sud, le défi posé aux Américains était considérable, mais ces visées échouèrent sous la poussée d'une conjonction de facteurs, parmi lesquels la remontée des forces d'extrême droite dans les deux pays, mais également dans d'autres régions du monde. Première partie, des convergences relatives apparentes. Depuis la proclamation de la République par l'armée en 1889, le Brésil n'a vécu sous un régime démocratique qu'entre 1946 et 1964, puis à partir de 1985. Depuis son indépendance en 1822, il a fallu au Brésil 7 constitutions pour bâtir une démocratie. De la monarchie à la République, la marche chaotique du Brésil vers l'état de droit s'est reflétée dans son évolution constitutionnelle tourmentée. Après les constitutions de 1824 et de 1891, la charte de 1934 renforça le poids politique et économique de l'administration centrale. Avec la constitution de 1937, l'Estado Novo concentra le pouvoir entre les mains du président. En 1946, la 4e constitution de l'ère républicaine revint aux traditions des 2 premières constitutions du Brésil indépendant, en accordant de forts pouvoirs au gouvernement fédéral. Les bases juridiques d'un état de droit semblaient certes lancées, avec l'indépendance des pouvoirs législatifs et judiciaires, mais certaines des caractéristiques corporatistes de l'Estado Novo étaient maintenues. Le vote, devenu secret et universel, était toujours refusé aux analphabètes et le droit de grève restait limité. La Constitution de 1967, pour sa part, institutionnalisa le régime militaire qui avait pris le pouvoir par la force en 1964 en concentrant le pouvoir entre les mains de l'exécutif. Ce n'est qu'avec la Constitution de 1988, actuellement en vigueur, que le Brésil allait commencer à se doter d'institutions démocratiques. Pour comprendre l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, il faut revenir à 1964, lorsque l'armée prit le pouvoir. Les États-Unis étaient obnubilés par le danger de nouveau Cuba, tout comme l'aile dite dure des militaires brésiliens. Certes, il y a eu transition démocratique à partir de 1985, mais elle a été incomplète, sans véritable imposition de l'autorité civile sur l'institution armée. Depuis le retour à la démocratie, tous les présidents brésiliens ont dû s'efforcer de ne pas froisser leurs états-majors. Le premier ministre de la Défense sous Lula, un diplomate, a été contraint à la démission en 2004 car il avait osé s'opposer à l'éloge de la dictature par de hauts commandants. Toutefois, la culture institutionnelle militaire a beau être demeurée hostile à la classe politique, assimilée à la corruption et à l'incompétence généralisée, les états-majors ont évité d'intervenir ouvertement dans le jeu politique du pays. Cela n'a pas empêché des officiers à la retraite de créer dès les années 1990 des groupuscules activistes, qui ont fait fusionner la contre-insurrection de la guerre froide et la nouvelle droite américaine. Ce sont les mêmes qui, lorsqu'il est apparu en 2021 que Bolsonaro n'avait pas le plein soutien qu'il escomptait de l'armée, ont commencé à effacer les traces numériques de militaires ultra-politisés et à supprimer les comptes sur les réseaux sociaux de ceux d'entre eux ayant participé à la politisation de leur corporation. Chapitre 1 Deux présidents d'extrême droite. Bolsonaro-Trump, 2018 à 2021. La mise sous silence des idées progressistes au Brésil, qui a pris des formes diverses, est une des raisons de l'arrivée au pouvoir du premier président ouvertement d'extrême droite dans ce pays. Dans le même temps,
Le pays qui pensait avoir tout à gagner avec les rapports géostratégiques qui se mettaient en place dans le nouvel ordre mondial, s'était replié dans une crispation inédite, là aussi dans son histoire. La crise financière de 2008 constitue une autre explication, dans la mesure où elle a mobilisé au Brésil les forces sociales écartées de la mondialisation, en particulier les classes moyennes et populaires, autour d'un discours nationaliste ancré sur la souveraineté du pays. Tout comme les Trumpistes américains, les bolsonaristes comptent une base radicale hétéroclite, composée d'une élite profondément conservatrice qui, par peur de la majorité noire majoritaire, s'exprime par le BBB, BAL, Bœuf, Bible. La radicalisation des classes moyennes, associée à une industrie de fake news, à un engagement massif d'églises néo-pentecôtistes qui se réclament des valeurs traditionnelles, et à une forte démagogie sécuritaire avec des secteurs militaires d'extrême droite, ont permis l'élection de Jair Bolsonaro avec 55,1% des suffrages au second tour, face au candidat du Parti des Travailleurs, le PT de Lula, qui ne bénéficia pas du réflexe salutaire qu'aurait pu constituer le vote utile. Une même manipulation du système électoral. En dépit du scrutin qui lui a donné le pouvoir, Bolsonaro n'a eu de cesse de faire état sur les réseaux sociaux de fraude électorale, sans jamais présenter de preuves, estimant qu'il aurait dû être élu dès le premier tour en 2018. De plus, préparant le terrain pour contester le scrutin en cas de défaite aux élections de 2022, quand doivent être élus le président, les gouverneurs, les députés et une partie des sénateurs, Bolsonaro a régulièrement accusé le vote électronique en vigueur depuis 1996 de pouvoir être détourné par des hackers. En juillet 2021, il laissait entendre devant ses supporters que les élections pourraient ne pas avoir lieu, si le Congrès ne votait pas sa réforme électorale visant à réintroduire le bulletin de vote papier, proposition que le Congrès finit par rejeter un mois plus tard. Selon un rapport d'août 2021 remis par la police fédérale, l'APF, au tribunal supérieur électoral, les réseaux sociaux bolsonaristes ont repris pour les élections brésiliennes de 2018, les stratégies de communication utilisées lors des élections américaines de 2016. Attaque contre la presse et manipulation par assimilation entre information et opinion pour réduire la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est faux. L'APF affirmait avoir des indices de la participation à ces stratégies de Bolsonaro et de 3 de ses fils, le sénateur Flavio, le député Eduardo et le conseiller municipal Carlos. Il veut une Amérique grande, moi je veux un Brésil grand. Fervent admirateur de Trump, Bolsonaro a publiquement soutenu l'ex-président américain jusqu'au bout quand ce dernier contesta sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden. Dès avril 2020, Trump avait qualifié le vote par correspondance de source évidente de fraude, mais sans en apporter la preuve. Après avoir faussement déclaré sa victoire le soir du scrutin, alors que les bulletins de vote n'avaient pas tous encore été comptabilisés, Trump saisit la justice dans les États où il avait perdu pour tenter de faire annuler le vote. Les juges, y compris certains qu'il avait nommés, rejetèrent la soixantaine de demandes de révision qu'il fit déposer par son équipe d'avocats. Dans le Michigan par exemple, la juge fédérale Parker qualifia leurs cris d'indignation de simples spéculations et conjectures. Il en est allé de même pour les élus dans les États républicains, qui ont certifié les résultats des élections. En Géorgie, le vice-gouverneur de Kern, pourtant républicain, a parlé d'une montagne de désinformation. Il n'en a toutefois pas été de même avec 106 députés républicains fraîchement élus au Congrès, qui, le 11 décembre 2020, appelèrent à l'annulation du résultat du scrutin présidentiel de novembre. 3 jours plus tard, le collège électoral américain confirmait l'élection de Joe Biden. Le New York Times révéla alors que, dans les jours qui suivirent ce vote des grands électeurs, Trump avait évoqué devant les hauts gradés de la Maison-Blanche, qui l'en dissuadèrent, un éventuel recours à la loi martiale pour empêcher Biden de prendre ses fonctions le 20 janvier 2021. La violente invasion du Capitole par les partisans de Trump du 6 janvier 2021 fut son baroud d'honneur. La tentative de bloquer la certification des résultats de l'élection présidentielle par le collège électoral tourne à court, tout comme le coup d'éclat de Bolsonaro, toute proportion gardée, le 7 septembre de la même année. Ce dernier avait d'ailleurs averti, peu après l'assaut du Capitole, que le Brésil aurait un problème encore pire qu'aux États-Unis,
s'il continuait à utiliser le système de vote électronique lors des élections de 2022. À la suite des événements au Capitole qui firent 5 morts, le chroniqueur du Washington Post Booth écrivit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.